Bitcoin est remonté à la zone des 73 000, 74 000 et beaucoup de gens ont relié ça à l'escalade en Iran. Mais est-ce que c'est vraiment la guerre qui fait monter le Bitcoin ou est-ce qu'on est sur quelque chose d'un peu plus profond? En réalité, ce qui se passe est très intéressant. Dans les périodes de choc géopolitique, le Bitcoin ne réagit pas que comme actif spéculatif. Il peut aussi redevenir pour certaines populations un outil de protection de capital. Et c'est exactement ce qu'on commence à observer en Iran. On va commencer par ce qu'on sait déjà factuellement. Le Bitcoin a bien touché un haut intraday de 73 514 $ avant de reperdre un peu de terrain. Ensuite, sur l'Iran, Reuters rapporte qu'après les frappes, les sorties de fonds depuis les exchanges crypto iraniens ont fortement accéléré. Selon Chain Analysis, 2 millions de dollars sont sortis en une heure après le début des frappes, et sur la période allant du samedi au lundi, environ 10,3 millions de dollars ont quitté les plateformes iraniennes. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que quand de l'argent sort des exchanges locales pour aller vers des wallets externes, ça peut refléter une logique de self-custody, c'est-à-dire donc de possession personnelle, en dehors d'une plateforme centralisée. Reuters précise d'ailleurs que Chain Analysis estime qu'une partie de ces flux provient très probablement d'Iraniens ordinaires qui déplacent leurs fonds face à la montée du risque, même si les chercheurs disent aussi qu'on ne peut pas identifier avec certitude tous les motifs exacts. Et c'est à ce moment-là justement qu'on aborde le second point, pourquoi la self-custody devient centrale en temps de guerre. En période normale, beaucoup de gens voient le Bitcoin comme un actif spéculatif, même risqué. Mais en période de crise géopolitique, certaines personnes redécouvrent tout autre chose. Le Bitcoin est aussi un actif que tu peux détenir toi-même, transférer rapidement et sortir du système financier local. La logique psychologique derrière tout ça est simple. Si tu vis dans un pays sous tension, avec risque de sanctions, contrôle des capitaux, de perturbations bancaires ou tout simplement de panique, tu peux avoir envie de déplacer une partie de ton patrimoine vers quelque chose qui est plus mobile et plus personnel. Et c'est précisément là, du coup, que le self-custody prend tout son sens. Tu n'es plus seulement dans une logique de rendement, tu es dans une logique de souveraineté sur ton argent. Mais alors du coup, pourquoi le cas iranien alimente le narratif Bitcoin? On se rappelle aussi que la crypto prend une place croissante en Iran depuis plusieurs années. Les chercheurs cités parlent d'un volume de transactions estimé entre 8 et 11 milliards de dollars en 2025. Donc ce qu'on voit aujourd'hui n'arrive pas dans le vide. En vérité, le terrain était déjà là. Sanctions, pression sur la monnaie, besoin de contourner certaines contraintes et adoption crypto déjà présente. Autrement dit, la guerre n'a pas créé ce phénomène. Elle a tout simplement accéléré et rendu beaucoup plus visible. Et c'est exactement pour ça que le marché peut commencer à revaloriser le Bitcoin. Pas tout simplement comme actif tech, mais comme actif de protection dans des zones de stress extrêmes. Mais attention, je tiens à préciser quand même que la guerre n'explique pas tout. Comme je vous disais précédemment, dire que le Bitcoin a touché 74 000 parce qu'il y a la guerre en Iran, ce serait trop simpliste. Vous allez me dire pourquoi ça? Parce que Reuters explique aussi que lors de l'escalade au Moyen-Orient, la réaction dominante des marchés a d'abord été une ruée vers le cash, le dollar et le pétrole ont été les principaux gagnants, pendant que beaucoup d'autres actifs étaient vendus. Donc la guerre en elle-même n'est pas un bouton magique qui fait monter le Bitcoin. En réalité, ce qui est plus juste à dire, c'est que la guerre a renforcé l'utilité fondamentale du Bitcoin. Elle a peut-être soutenu certains achats dans la raison du self-custody, mais le mouvement du marché dépend aussi du contexte macro global, du sentiment de marché et du positionnement des investisseurs. Donc résumer tout simplement ça à dire qu'il y a la guerre donc ça monte, non. Il faut nuancer son propos. Comme je vous dis et je vous apprends constamment sur cette chaîne, développez votre réflexion. Ne faisez pas des raccourcis simples. Il faut aller chercher vraiment dans le détail ce qui vous permet de justifier certains mouvements et surtout de comprendre pourquoi ils ont lieu. Et pas vous faire piéger les prochaines fois que ça a lieu. Maintenant, on va voir aussi une partie qui a joué, notamment dans cette montée, c'est le rôle de Trump et ses déclarations. Le deuxième moteur, bien évidemment, à pas négliger non plus, c'est le contexte politique américain. Reuters rapporte que le 5 mars, Donald Trump a accusé les banques de vouloir saboter ou affaiblir son agenda crypto au moment où un projet de loi important sur les cryptos rencontrait de nouvelles résistances. Pourquoi c'est important? Parce que le marché lit ce type de déclaration comme un signal politique clair. Trump continue de se positionner comme très favorable à l'écosystème crypto. Donc quand tu combines un contexte géopolitique qui rappelle l'importance du self-custody et un contexte politique américain où Trump pousse les lignes pro-crypto contre le système bancaire traditionnel, tu obtiens un narratif très puissant pour le marché. Comme je vous le répète depuis tout à l'heure, le Bitcoin n'est plus considéré comme un actif spéculatif. Il redevient dans l'esprit de certains investisseurs un actif antifragile, hors système, portable et politiquement soutenu par une partie du pouvoir américain. Donc, après avoir développé tout ce point, on va faire une conclusion. Comme je vous le répète depuis tout à l'heure, la vraie lecture du coup, ce n'est pas la guerre en Iran fait monter le Bitcoin, point. Mais la bonne lecture, c'est plutôt la guerre en Iran a remis sous les projecteurs une des fonctions les plus puissantes du Bitcoin, protéger et déplacer son capital quand la confiance dans le système local se dégrade. Les flux observés depuis les exchanges iraniens vont exactement dans ce sens. Et en parallèle, les déclarations de Trump contre les banques et en faveur d'un agenda crypto entretiennent naturellement un deuxième pilier aussi, le soutien politique et réglementaire. Donc oui, l'Iran a probablement joué un rôle dans le narratif, mais en réalité, si le Bitcoin est remonté vers les 73 000 74 000, c'est surtout parce que le marché recommence à le voir
comme un actif de liberté financière, un actif de protection dans certaines zones du monde, et un actif soutenu par un environnement politique plus favorable aux États-Unis. Et c'est peut-être ça qu'il faut retenir de toute cette vidéo que je vous ai exposée. Quand tout va bien, beaucoup voient le Bitcoin comme un actif spéculatif. Mais quand le monde devient instable, certains recommencent à le voir pour ce qu'il est aussi, un actif qu'on peut posséder soi-même, qu'on peut emporter avec soi et soustraire au système traditionnel. Et c'est exactement dans ces moments-là qu'on comprend pourquoi le Bitcoin existe. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, à mettre un petit like, et si jamais ce genre d'informations t'intéresse, t'as le lien en bio pour rejoindre mon Telegram public où je partage mes positions, mes interprétations de marché, ma vision. Ici, on développe le vrai trading, c'est-à-dire pas juste des graphiques, l'apprentissage de l'économie, la compréhension de la macro et savoir qu'est-ce qu'il faut du coup comprendre et analyser pour cerner des vraies opportunités sur les marchés financiers. Parce que ton marché, c'est ce qu'il y a sur ton graphique, mais c'est ce qui se passe aussi derrière. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se donne rendez-vous sur la prochaine.